L'industrie culturelle ivoirienne n'est pas au mieux de sa forme au plan local depuis ces dernières années, depuis surtout l'avènement de la Covid-19. En est-il de même à l'extérieur, précisément dans l'Hexagone? Que pèsent réellement les artistes ivoiriens qui se produisent hors du pays? Notre reporter a suivi certains d'entre eux qui avaient des tournées européennes. Que pèsent les artistes ivoiriens en France? C'est un dossier de chaque année. 23h30 en plein cœur de Paris. Fin de répétition pour ce mythique groupe Zouglou, Yodé et Siro. C'est un plaisir pour nous de venir satisfaire notre communauté et les Parisiens surtout. Après plus de 2 ans loin des scènes européennes en raison de la Covid, ce duo signe son retour pour un concert inédit dans l'Hexagone, avec tout un staff de musiciens et de danseuses venus d'Abidjan. C'est lui, Gladiaron le Mignon, promoteur de spectacles ivoiriens basé en France, qui est à la manœuvre. Gladiaron est commercial dans une entreprise de transport. Comme activité annexe, il organise des concerts d'artistes locaux sur des scènes en Europe. Une activité rentable pour lui, mais budgétivore. Ouais, approximativement, il y a la prise en charge des billets d'avion, il y a les démarches administratives au niveau de l'ambassade. Il y a les coûts d'hôtel, il y a aussi le quotidien de l'artiste. À cela, il faut ajouter le coût du cachet. Pour faire jouer Yodé et Siro, Gladiaron et son équipe ont mis les petits plats dans les grands. C'est un peu plus de 50 000 €, environ 30 millions de francs CFA investis. Pour un tel montant, pas de place pour l'amateurisme. C'est au pas de course que s'enchaîne la promotion du concert. Ce matin, passage radio sur une station parisienne. Tu sais pas la lune que tu Ouais, c'est comme la lagune. Je commence pour vous dire que je suis, comme on dit à Abidjan, je suis fan. Moi, je pense qu'il faut féliciter les promoteurs des spectacles parce qu'organiser un spectacle, ce n'est pas facile. Avoir une chanson qui marche et puis les gens vont se déplacer pour venir à ton spectacle, c'est deux choses différentes. Donc, c'est ce qui souvent trompe les promoteurs des spectacles. Souvent, le promoteur des spectacles, il peut mettre toute sa fortune et tout ce qu'il a dans un spectacle. Si le professionnalisme de ce promoteur est aujourd'hui salué par ces deux stars de la musique ivoirienne, ça n'a toujours pas été le cas dans un passé récent. Ici à Paris même, il y en a beaucoup comme ça. Hein? On n'a pas eu notre argent. On est retourné à Abidjan, mais on était encore gamin. On est retourné à Abidjan, il y avait 75 000 dans ma poche. Quand je rentrais à Abidjan. On a tiré nos valises, on dit les béguisses. Donc voilà quoi. Le business de l'industrie musicale ivoirienne dans l'Hexagone est l'objet de toutes les critiques. Selon des indiscrétions, 7 artistes sur 10 sont victimes de promoteurs de spectacles véreux. Conséquence, plus de la moitié de ces artistes victimes arrivés sur place se fondent dans la nature. Le manque de professionnalisme des promoteurs de spectacles est pointé du doigt. C'est vrai qu'on les fait venir, on leur promet de faire des spectacles. Tout ça, ils nous donnent des garanties de retour. Nous aussi, nous donnons ces garanties-là au niveau du consulat. Et bon, s'il arrive que des artistes disparaissent ou bien ne terminent pas leur spectacle, bon, c'est pas de notre ressort, hein. Ils sont des personnes majeures. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est d'aviser les autorités compétentes. Quand on sait que l'Ivoirien n'a pas cette culture du live, là, et justement, les éventuels organisateurs, les éventuels investisseurs dans le spectacle live sont souvent réticents. Ils se disent, faire un spectacle pour les Ivoiriens, bon, on ne sait pas, mais il faut oser. Et c'est ce que je fais régulièrement. Malgré un environnement peu favorable au business du spectacle dans la diaspora ivoirienne, certains promoteurs ont pris le pari de relever des défis. C'est le cas de ce vétéran de spectacle ivoirien en France, Kouriol Yao, que nous avons rencontré à 2 heures de Paris. Donc, ça va être compliqué, mais on va assurer, comme on l'a fait au Palais. Hein. Ouais. Les aînés, c'est notre devoir, la Côte d'Ivoire, c'est notre devoir, notre culture. Bon, voilà, donc, Kouriol organise le coup de l'année, faire jouer un autre célèbre groupe Zouglou dans la mythique salle du Zénith d'une capacité de 6 804 places. Côté budget, en toute sincérité, et ça, c'est jamais dit ça à quelqu'un. Aujourd'hui, je le dis pour que ça sert d'exemple à tout le monde.
quand j'ai mûri l'idée, j'ai vu que c'était vraiment lourd financièrement. Et seul, ça allait être un peu compliqué pour moi de le faire, en toute sincérité. Parce que c'est un budget de moins 300 millions de francs CFA. Voilà, sans se vanter, sans dire n'importe quoi. Et seul, ça va être un peu compliqué. Tout de suite, je l'ai appelé, j'ai associé mon ami, je suis allé le voir à Abidjan, on s'est assis, on a discuté. Je lui ai dit, ben, écoute, voilà, il faut ça, parce que la Côte d'Ivoire en a besoin. Pour réaliser cette ambition quelquefois risquée, des promoteurs de spectacles ont recours à des mécènes culturels. Dramane Cissé en fait partie. Haut cadre dans une multinationale en France, Dramane soutient le développement de la culture dans la diaspora en y apportant son mécénat à plusieurs activités. Beaucoup de festivités que nous finançons. Voilà, qu'il y a des frais qui viennent, il y a des concerts. Bon, on apporte nos contributions par rapport aux concerts. On trouve des salles pour certains artistes. On organise des événements. C'est notre manière de contribuer en fait, voilà, à l'émancipation et puis voilà, au mouvement en fait, de notre pays. C'est un peu plus de 60 millions de francs CFA que des mécènes comme Dramane injectent par an pour la réussite du concert d'artistes ivoiriens. Il est 1h30 du matin sur 11 mars 2022. Nous sommes à Sarcelles en France. Le concert tant attendu du groupe Zouglou, Yedo et Siro affiche complet. Plus de 3500 personnes ont effectué le déplacement. Coût du ticket, 30 000 francs CFA. À nos calculettes donc, pour comprendre ce que pèsent nos artistes et promoteurs de spectacles hors du pays. L'union, la discipline, le travail, dans le pays, Ce que pèsent les artistes ivoiriens en France, c'était un dossier de Cheikh Koné. Vous écoutez souvent la musique? Oui, effectivement. Quel genre de musique vous aimez? Bon, j'aime beaucoup le zouglou. D'accord. Alors, Joseph Eba Tano, vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui vient d'être publié, Les Sentiers d'un visionnaire. Dites-nous tout de suite, alors pourquoi vous avez décidé d'écrire sur le président de la République? Parce que vous revenez sur son parcours tout entier, parcours académique, professionnel et politique. Alors pourquoi? Alors, il faut dire que s'il y a des hommes dont le destin est intimement rattaché à ceux des concitoyens et aussi de ces populations, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, en fait intimement partie, d'où le titre de mon ouvrage, Le Sentier d'un visionnaire. Le Sentier d'un visionnaire, pour qualifier l'œuvre du président de la République, est une sorte de la palissade, une reconnaissance de son génie de bâtisseur et aussi de son stratège de politique. Alors, il y avait avant vous quelques publications sur l'homme, notamment Cissé Bakongo, Histoire d'une vie singulière. Il y a eu aussi le ministre Ali Koulibaly avec son ouvrage, Alassane Ouattara, Ce que je sais de l'homme. Vous connaissez ces deux ouvrages? Bon, pas encore, je n'ai pas encore lu ces ouvrages. Mais dans cet ouvrage, vous mettez l'accent sur quoi spécifiquement? Alors, il faut dire que mon ouvrage, je mets beaucoup l'accent sur ses réalisations et aussi son parcours. On se rappelle qu'en 2015, lors de la fête de Nouvel An, il a gracié 3100 détenus de la crise post-électorale de 2010 à 2011. Et aussi en 2018, lors de la fête nationale du 7 août, il a également, dans le processus de réconciliation, il procède à l'amnistie de 800 personnes détenues, dont la première dame, Simone Eve Gbagbo, et aussi deux autres ministres de l'ancien président, du régime de l'ancien président Laurent Gbagbo. Donc toutes ces actions sont contenues dans cet ouvrage. Alors on va regarder juste ce qu'en disent Serge Pacom Didi et Jean-Marc Diadi. On se retrouve tout de suite. Sentier d'un visionnaire, une œuvre littéraire qui retrace le parcours et les exploits du président de la République, Alassane Ouattara. Les origines, la vie familiale, la carrière d'économiste du président sont rappelés par l'auteur Joseph Eba Tano, jeune entrepreneur et journaliste professionnel.
Joseph Eba Tano consacre toute son œuvre au président Alassane Ouattara. Il démontre les valeurs incarnées par l'homme d'État, visionnaire, travailleur et rigoureux. Dans cette œuvre de 50 pages, l'auteur revient sur le parcours politique du président de la République de 1994 à aujourd'hui. Le sentier du visionnaire évoque également les actions de relance économique, les grands sentiers de la Renaissance menés par le président Alassane Ouattara. Le sentier d'un visionnaire. Alors, il y a eu plusieurs actions, plusieurs réalisations au niveau du développement. Vous en avez cité ici. Est-ce que vous pouvez revenir sur certaines actions de développement dont vous parlez dans l'ouvrage? Alors, je peux citer le troisième pont dont porte le nom de l'ex-président. Qui porte le nom de l'ancien président. De l'ancien président Henri Konan Bédié, qui est construit également sur la lagune Brié et qui fait 8 km. Non, peut-être beaucoup moins. Voilà. Et je dirais que c'est un pont qui a été vraiment, je dirais... Qui a transformé la configuration de la ville d'Abidjan. Voilà, effectivement, qui aujourd'hui est devenu un grand symbole en Afrique de l'Ouest. Et je peux citer également le bitumage de la voie internationale de Abidjan en passant par Grand Bassam et jusqu'à Noé. Toutes ces infrastructures font vraiment la fierté de la Côte d'Ivoire. Alors, en tant que jeune, quelle étape du parcours du président de la République vous interpelle et vous inspire, puisque vous en parlez dans votre ouvrage? Alors, il faut dire que de 1972 jusqu'à où il obtient un doctorat en économie, où il intègre directement la BCEAO de 1993 à 1988, il faut dire que le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara... Vous voulez dire qu'il était vice-gouverneur de la BCEAO? Oui, effectivement. C'était en 82? Oui. Et aussi, il occupe les fonctions au FMI en tant que directeur général adjoint, dont a été le premier Africain à occuper cette haute fonction. Donc c'est tout ceci qui vous a conduit à écrire sur l'homme. Mais si vous avez un seul message pour les jeunes comme vous, passionnés par l'homme, quel est le message que vous avez à leur adresser pour terminer? Alors, pour terminer, je peux dire que, en voyant le parcours du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, en tant que jeune, c'est un modèle qu'il faut avoir dans cette société. D'accord. Merci beaucoup, Joseph Eba Tano. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Le Sentier d'un visionnaire, qu'on peut retrouver dans les librairies, en bibliothèque aussi, pour consulter. Merci d'être passé. Vous êtes l'invité de la page culture de ce soir. Et on dira très bon vent sur cet ouvrage. Merci, Joseph Eba Tano. Et je rappelle